Effectivement, bonjour à vous. Bonjour. Emmanuel Morel, vous êtes l'un des prétendants déclarés à ce poste de premier secrétaire du PS. Le congrès aura lieu en avril, à Aubervilliers, début avril. En quoi votre candidature diffère de celle de vos trois concurrents, dont on rappelle le nom, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, qui était à votre place hier matin ici, et Luc Carvounas? Déjà, je pense qu'on peut me reconnaître une certaine forme de constance dans mes convictions. Ensuite, une crédibilité quand je dis que je veux tourner la page du quinquennat Hollande. Et puis surtout, il y a une qualité que chacun... Vous ne pensez pas que c'est le cas des trois autres candidats? En tout cas, j'ai le sentiment que, en ce qui me concerne, je suis crédible pour le faire. Et puis, il y a aussi, je pense, un avantage dans ma candidature, c'est cette capacité que j'ai à parler avec tout le monde à gauche, parce que si on veut relever le défi et que la gauche soit au rendez-vous en 2022, il faudra rassembler toute la gauche, et je crois être crédible pour le faire. Alors, puis un dernier point, parce que c'est pas inintéressant, les combats que je mène au Parlement européen contre l'évasion fiscale, européen, exactement, sur les traités de libre-échange, je pense que ça m'a donné une vision que je peux mettre au service de mon parti. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore Et ils forcément sont ce nombreux, matin, c'est sûr. vous avez représenté ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti Socialiste au dernier congrès du mouvement à Toulouse. Votre motion a réalisé 13% des voix. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin tout de même pour devenir le patron de ce qui reste du Parti Socialiste Vous aujourd'hui. oubliez quelque chose, c'est que j'ai été candidat déjà contre Harlem Désir, et j'ai fait 30% des voix. Vous voyez, Alors je parlais de votre motion, Voilà. et face à Harlem Désir, en effet, vous avez réalisé 30% Voilà, des mais suffrages. je crois pas qu'il faille me cantonner à l'aile gauche. Moi, je suis de gauche, tout simplement. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'on me reproche, c'est que je ne suis pas allé sur le terrain libéral. J'ai rarement emprunté à la droite un certain nombre d'idées. Faut-il me le reprocher? Moi, je crois qu'au contraire, le fait d'être résolument de gauche, ça suffit. Donc, il n'y a pas d'aile gauche, il n'y a pas d'aile droite. Ça suffit à quoi, Emmanuel Morel? À reconquérir les électeurs qui se sont détournés de vous Mais aujourd'hui? oui, parce que vous savez, je crois que un de nos problèmes à l'issue de ce quinquennat, c'est que les Français ne nous reconnaissent plus. Voilà. Quand on a fait la déchéance de nationalité, moi je me souviens, les gens me disaient, mais on vous reconnaît plus. Est-ce que c'est ça Elle être a été socialiste? abandonnée Elle a été abandonnée. Après, on a fait la loi travail, vous vous souvenez, qui a fini par un 49.3 calamiteux. Là aussi, les gens disaient, mais est-ce que c'est ça, être socialiste? Faire une loi qui va précariser davantage les salariés? Moi, je crois que non. Donc, être de gauche, redevenir ce que nous aurions jamais dû cesser d'être, c'est déjà une clé. La deuxième, évidemment, c'est comprendre comment on en est arrivé là. Et il va falloir que le Parti socialiste discute, débatte. Oui, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, débattent, discutent, mais débattent aussi peut-être de l'avenir de votre mouvement politique. Est-ce que déjà vous vous représentez, plutôt reconnaissez comme social-démocrate ou comme socialiste? Moi, je suis socialiste. Et le socialiste français, généralement, on dit socialiste républicain. Mais la social-démocratie, c'est un courant européen qui existe. Moi, je siège au groupe social-démocrate au Parlement européen. C'est un groupe très divers. Hein. Et d'ailleurs, la social-démocratie est traversée par de sérieuses contradictions. Il y a ceux, par exemple, comme les camarades italiens, qui se disent l'avenir est plutôt dans le social-libéralisme. Moi, je ne crois pas. Je crois au contraire qu'on va au-devant de graves déconvenues si on est dans le social-libéralisme. Social-libéralisme ou pas, la social-démocratie, elle traverse une crise majeure, non seulement en France, mais effectivement en Europe, voire au plan mondial. Très peu de pays ont aujourd'hui un social-démocrate à leur tête. Quel monde meilleur peut proposer une gauche raisonnable, entre guillemets, sinon corriger les excès du capitalisme? Car après, il y a une gauche radicale à côté de vous, incarnée en France par Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je pense que, bien sûr, je fais partie de la gauche de gouvernement, mais ça n'empêche pas de s'attaquer au problème à la racine. Hein, donc c'est en ça que c'est une forme de radicalité. Et en effet, on a face à nous un système capitaliste qui essaye d'étendre son emprise. C'est la marchandisation généralisée. Et être socialiste, c'est précisément résister, d'abord dans un premier temps, et puis proposer une meilleure répartition des richesses. Moi, ce que je trouve sidérant, c'est qu'en ce moment, on ne parle plus des salaires, par exemple. Or, être socialiste, c'est contribuer à ce que les gens aient des conditions de vie matérielles meilleures. Et je regrette que pendant le quinquennat, on n'ait pas posé ces questions-là. Donc moi, par exemple, au moment où on remet en cause... Il y a eu des actions en faveur du pouvoir d'achat. La politique... Il y a eu en effet des avancées, notamment les retraites pour les carrières longues. Ça, c'était une très bonne mesure. Mais là, je reviens sur le SMIC. Je pense qu'au moment où le gouvernement Macron commence à remettre en cause le mode de calcul du SMIC, il faut que nous, socialistes, clairement dans l'opposition, nous disions c'est possible aujourd'hui de l'augmenter de la même façon. Regardez ce qui vient de se passer en Islande, très intéressant. On parle de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. En Islande, ils viennent de faire passer une loi qui oblige à l'égalité salariale.
voilà une bonne mesure pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais Emmanuel Morel, le contrat du socialisme, dès 1981, c'était, on reprend le slogan, changer la vie. Et la vie, elle n'a jamais été fondamentalement changée pour ceux qui avaient voté pour vous, parmi les classes populaires, les classes moyennes. D'abord, vous êtes un peu injuste, hein, parce que quand on regarde l'œuvre législative en 81, la 5e semaine de congés payés, les 39 heures, l'augmentation des minima sociaux, pour beaucoup de gens, la vie a changé. Contrairement à ce qu'on dit parfois. Mais évidemment, il y a aussi de la déception. Il y a eu beaucoup de désillusions, sinon la gauche n'aurait pas échoué. Oui, mais regardez, on revient au pouvoir en 97 avec Lionel Jospin. Il y a eu les 35 heures, il y a eu la CMU. Dans quelles circonstances? Avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Peu importe les circonstances, la vérité, c'est que à la fin du mandat, les conditions de vie matérielles s'étaient améliorées. Et en général, à la fin des mandats de la gauche, on a toujours dit les promesses n'ont pas été tenues. Pas toujours. Pas toujours. Et justement, moi, je pense que il faut que, pour reprendre de la crédibilité, il faut qu'on soit capable de donner des nouveaux espoirs, mais pour des petits bonheurs. Voilà, des nouveaux espoirs pour les petits bonheurs, je pense que c'est un beau programme pour le Parti socialiste. Emmanuel Macron, il vous pose un vrai défi intellectuel et idéologique. Les électeurs de gauche, qui ont voté pour lui en 2017, ne se sentent pas forcément trahis par un président qu'ils jugent volontariste, crédible. Est-ce que cela aussi, ça ne vous pose pas, à vous, un problème stratégique face à Emmanuel Macron? Ce qui est incontestable, c'est qu'Emmanuel Macron, il est habile, il est talentueux, mais je crois qu'il a un problème. Il méconnaît totalement quelque chose de profond chez les Français, c'est cette aspiration égalitaire. Et par ailleurs, sa métaphore du premier de cordée, vous vous souvenez, quand il disait, voilà, qui consiste à dire il faut avant tout admirer ceux qui réussissent financièrement. Moi, je la combats parce que je pense que s'il avait dit les premiers de cordée, c'est des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des poètes, c'est pas ça qu'il a dit. Ça correspond bien à sa conception totalement libérale. Il n'a pas vraiment défini ce qu'il entendait par premier de cordée, mais si, parce que moi, je pense que interprété par chef d'entreprise en quelque sorte. Non, c'est pas chef d'entreprise, il disait ceux qui ont réussi financièrement. Et ça traduit une philosophie libérale de l'individu, de la société, qui a sa cohérence, mais que je crois nous devons combattre. Il y a encore un espace, vous en êtes certain, entre donc ce pôle représenté par Emmanuel Macron, de centre-gauche ou de centre-droit, et Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui est celui qui attire le plus les électeurs de gauche. C'est pas une question d'espace. Je pense qu'il y a une utilité historique au socialisme français. L'espace politique, ça compte, l'espace électoral. Mais bien sûr. Mais si on est nous-mêmes, si on est capable de faire des propositions qui enthousiasment les gens, alors on retrouvera naturellement notre place. Je ne dis pas que ça va se faire tout de suite, je ne dis pas que demain nous serons hégémoniques, mais précisément, je pense qu'à l'issue de ce congrès, si on arrive à avoir un débat de qualité, on peut aller vers la reconquête, et plus vite qu'on ne le croit. Parce que souvenez-vous, en 1993, les socialistes avaient été durement battus. 4 ans après, parce qu'ils s'étaient mis au travail, parce qu'ils avaient mis en chantier un certain nombre de réformes, parce qu'ils avaient essayé de rassembler la gauche, ils revenaient aux responsabilités. Et bien entendu, les arguments que vous allez exposer dans votre tour de France des fédérations du Parti socialiste au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Emmanuel Morel. Merci à vous. Et c'est à vous, Laurent, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Jeff, et très belle journée à vous aussi, messieurs.